Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler langage et je vais vous parler communication vocale. On n'utilise généralement pas le terme de langage quand on parle de l'animal. C'est un peu l'objectif de cet exposé, d'essayer de voir avec vous si des parallèles sont possibles malgré les divergences. Le postulat de départ de mes recherches, c'est celui-là. On observe un certain nombre de propriétés du langage dans toutes les cultures humaines. Le langage s'apprend socialement. On apprend généralement en imitant la voix d'un congénère. On encode des messages de manière sémantique, c'est-à-dire pas seulement sur qui on est et ce que l'on ressent, mais aussi ce que l'on perçoit de son environnement. On organise sa production de manière syntaxique et on converse en respectant des règles. Ce n'est pas des choses très élaborées dont je vais parler, mais ce sont des universaux chez l'humain. Et le fait que tout cela soit universel pose la question de possibles bases biologiques. C'est aussi le langage quelque chose de trop complexe pour pouvoir défendre l'idée d'une émergence de novo très récente. Donc il y a la possibilité de retrouver des formes archaïques de langage a priori, avec une évolution progressive. Donc évidemment, si on veut faire ça, le premier réflexe, c'est d'aller regarder nos cousins, les préhumains. Mais ce que vous allez pouvoir observer, ce sont des fossiles. Et le langage, c'est avant tout un comportement. Et c'est avant tout un comportement social. Donc ce que vous allez pouvoir apprendre de l'étude des fossiles, c'est par exemple l'origine et l'évolution de nos capacités articulatoires. Mais pas grand-chose sur le volet social de ce comportement. Du coup, il faut aller chercher vers nos cousins les plus proches que l'on peut observer se comporter socialement. Et c'est ce que je fais avec les primates non humains. Si on s'intéresse aux différents travaux qui cherchent à faire un parallèle entre l'homme et le singe, on trouve beaucoup de choses, et beaucoup de choses communément acceptées sur la scène scientifique internationale et auprès du grand public. Par exemple, on sait que les singes, comme l'homme, sont organisés en société, qu'ils peuvent faire preuve d'empathie, ont des comportements d'entraide. Ils ont aussi des expressions faciales qui sont assez proches des nôtres. Sur le plan intellectuel, ils ont une conscience de soi, des capacités cognitives comme la numération qui ont été démontrées. Ils peuvent aussi se soigner par les plantes, ils peuvent utiliser des outils pour se nourrir. Et du coup, le langage, finalement, est-ce que c'est ce qu'il nous reste de propre et qui finalement nous différencie fondamentalement des autres primates non humains? C'est la question qui motive une partie de mes recherches, mais qui motive la science et la philosophie de manière générale depuis très longtemps, depuis déjà l'Antiquité. Vous avez des personnes qui se posent en défenseurs d'une différence qualitative. Par exemple, Aristote disait que l'homme est un animal, mais un animal politique parlant, chez qui la voix est signifiante, donc l'opposant à l'animal. René Descartes disait que les animaux peuvent certes proférer des paroles ainsi que nous, et toutefois ne peuvent parler ainsi que nous, c'est-à-dire en témoignant ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Et d'autres, au contraire, vont essayer de dresser une sorte de parallèle, de différence plutôt quantitative que qualitative. Par exemple, Rousseau dit « Tout animal a des idées puisqu'il a des sens, il combine même ses idées jusqu'à un certain point, et l'homme ne diffère à cet égard de la bête que du plus ou moins ». Et celui qui va véritablement oser utiliser le terme de langage pour l'animal, c'est Charles Darwin. L'homme n'est pas le seul animal qui puisse user d'un langage pour exprimer ce qui se passe dans son esprit et comprendre plus ou moins ce qui est dit par un autre. Donc il y a différentes façons de se poser cette question quand on compare l'homme et l'animal. Vous avez des travaux, par exemple, en psychologie, qui ont cherché à enseigner le langage humain à l'animal.
et à regarder si l'animal était capable à la fois de comprendre le langage humain, mais aussi de l'utiliser. On a des choses assez spectaculaires, par exemple, sur l'oiseau, comme ici le fameux perroquet, le gris du Gabon, qui s'appelle Alex, étudié par Irene Pepperberg aux États-Unis. Et je vous montre une petite vidéo, c'est en anglais, donc je vais vous traduire au fur et à mesure. Vous allez voir qu'il communique très bien, sous forme de questions-réponses, et qu'il imite très bien la parole. How many corners? What shape? Elle lui demande quelle forme ça a, combien d'angles ça a. What shape? 4. Four 4 corner. angles. Good boy. Il demande s'il peut retourner dans sa cage. How many? Two. That's right. You're a good boy. Elle lui demande combien il y en a, il répond 2. Elle va lui demander maintenant quelle est la couleur la plus grande. D'abord, il a demandé à avoir de l'eau. Or are you just asking to interrupt? Look. What color bigger? What color bigger? Green. Oh, you're a good boy. Qu'il a trouvé que le vert était plus grand que le bleu. Et là, il va lui demander combien il y a de blocs verts, de cubes verts. Et il répond 2, devant ce plateau qu'il n'avait jamais vu précédemment. Donc il est capable de comprendre l'anglais et il est capable de parler l'anglais. Si on essaie de faire ça avec les singes, eh ben, c'est un peu la catastrophe. Voici les prouesses du chimpanzé Vicky. Les prouesses, c'est en gros des années et des années d'entraînement à la maison par le couple Ace, où ce chimpanzé était un peu élevé comme un enfant de la famille, et il aurait réussi à apprendre 3 mots, mama, papa et cup. Vous allez entendre à la fin de cette vidéo papa et cup. Vous allez voir que c'est beaucoup moins convaincant que le perroquet. Research psychologist Dr. Keith Hayes and his wife raised a chimp named Vicky. After constant training, Vicky had learned to speak only 3 human words by the time she was 3 years old. Like human babies, she babbled at first. Later, she was rewarded when she made the right sounds. Mrs. Hayes would shape Vicky's lips to help her pronounce the word mama. At the age of 2.5, she could say papa and cup. Now she has learned to use all 3 of her words appropriately in solicitation. Now, who am I? Papa? Papa? Can you say what this is? Voilà, vous avez entendu papa et cup. Par contre, si j'essaye de faire le parallèle entre les capacités de maîtrise du langage du grand singe non oral, les prouesses sont assez impressionnantes. Le grand singe peut très bien comprendre l'anglais, apprendre à comprendre l'anglais, des centaines, voire des milliers de mots, et il est capable de communiquer, de construire de courtes phrases et d'interagir avec son interlocuteur en utilisant par exemple le langage des signes pour sourds-muets. Là voilà tous les signes que maîtrise le gorille Coco par exemple. Là le voici en interaction avec un acteur. Là voici. Okay, where should you guys all go? Into the kitchen or tickle? Tickle. She wants you to tickle her. Yep, that would be good. Or in the thighs. Donc il est capable de demander des choses qu'il a envie d'avoir et de rentrer en interaction. Et là, vous avez le grand singe pour lequel c'est le plus spectaculaire, c'est Kanzi, c'est un bonobo. Kanzi, could you cut the onions Pour prouver with your qu'il knife? comprend le langage, le chercheur porte un masque de manière à ne pas l'influencer. Et elle lui demande des choses qui sont incohérentes, qu'il n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, elle lui demande de couper des oignons. Salt on your ball. Là, elle lui dit de mettre du savon sur le ballon. Well, that's a good job. That's very nice. Thank you. Kanzi, can you put the pine needles in the refrigerator? Elle lui demande de mettre les aiguilles de pain dans le frigo. Good job. Thank you.
Et ce bonobo répond par l'intermédiaire d'un clavier où chaque symbole représente un mot. Blueberry. About good, good, good. That's right. Just go ahead and hit it. Good. Very good. Good. Donc ça, c'est avec un apprentissage intensif et une forte proximité à l'homme, mais les grands singes sont capables de maîtriser très rapidement une communication gestuelle pour se faire comprendre, comme vous le voyez là avec des chimpanzés dans un parc zoologique. Some more. That's lovely, that one, isn't it? That's clever, that one. Isn't it? What's right? Incredible. Oh, no. Bloody hell, that'd be clever. Sorry, darling, sorry about water. Et dans le sac, il y a autre chose. Comme vous le savez, les singes adorent manger des bananes. Sauf que la banane, elle passe pas dans le petit trou. What's this now, banana? Donc, ils sont capables d'utiliser une forme de langage, en tout cas, pour se faire comprendre. Et ce qui leur pose problème, c'est d'articuler notre langage. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'imitation. Par exemple, là, c'est un orang-outan qui imite les sifflements de son animalier. Le sifflement, c'est juste faire circuler de l'air à travers les lèvres. Ça ne demande pas forcément l'articulation par les cordes vocales. Donc, c'est mécaniquement beaucoup plus simple. Et donc, pour montrer que c'est une imitation, vous allez entendre l'animalier qui fait un sifflement court, l'orang-outan qui répète, ensuite l'animalier fait un sifflement moyen, long et double. Et l'idée, c'est de voir si l'orang-outan est capable d'imiter et d'ajuster la longueur et le nombre d'unités. Donc là, c'est le court. Là, c'est le moyen un peu plus fort. Le long. Et là, c'est un court double. Donc moi, ce que je fais, c'est de l'éthologie. Donc les apports de l'éthologie dans ce débat, ça utilise un autre angle d'approche de l'étude de ce langage. L'idée, c'est de regarder ce que font les animaux spontanément dans leur groupe social, dans un environnement plus ou moins complexe, et de voir si dans cette utilisation spontanée de leur communication vocale, on peut retrouver des propriétés comparables à celles du langage, sans leur enseigner quoi que ce soit, sans essayer à tout prix de les faire parler anglais ou français, ou comprendre l'anglais et le français. La difficulté quand même, pour bien comprendre ce qui va suivre, c'est de savoir que quand on dit l'homme et le singe, on compare une espèce à plus de 250. Et donc les espèces de singes sont toutes différentes. Elles sont plus ou moins complexes sur le plan social. Vous avez des espèces qui sont plutôt solitaires, comme l'orang-outan, des espèces qui vivent en couple, comme les gibbons, des espèces qui vivent en harem, avec un mâle et plusieurs femelles, comme les cercopithèques, des espèces qui forment des groupes multimâles, multifemelles, et des espèces qui forment des clans, c'est-à-dire des associations de plusieurs harems qui ne se mélangent pas. Être plus ou moins complexe, c'est potentiellement avoir des besoins de communication plus ou moins complexes. D'où l'idée de rechercher une coévolution sociale vocale. Les singes diffèrent aussi de par la nature des relations qu'ils entretiennent au sein du groupe. Vous avez par exemple chez les macaques qui forment des communautés multimâles, multifemelles, des sociétés dites tolérantes, où vous aurez plutôt des interactions pacifiques, et des sociétés dites intolérantes ou despotiques,
où la hiérarchie a les pleins pouvoirs et régule la vie du groupe. Et vous avez aussi des sociétés plus ou moins stables. Vous avez des groupes qui sont toujours, où les individus sont toujours ensemble, et d'autres où les individus vont se séparer plusieurs heures ou plusieurs jours. C'est ce qu'on appelle les sociétés fission-fusion. C'est le cas du chimpanzé et du singe araignée. Et vous verrez dans les exemples que je vais vous montrer que cela fait sens dans ce que l'on observe en termes de communication. Il faut savoir aussi que chaque espèce de primate non humain a son propre répertoire vocal. Donc on ne parle pas de langue, on parle de répertoire vocal de l'espèce. Même si des espèces proches ont des répertoires qui se ressemblent, chaque espèce a son propre répertoire vocal. Et ce répertoire vocal, il est composé de types de cris qui sont caractérisés par une structure acoustique qui est différenciable et une fonction. Par exemple, au sein d'une espèce, on va trouver des cris de contact. C'est ce que l'on échange quand on est en interaction pacifique. Des cris de détresse, des cris de menace, des cris de découverte alimentaire, des cris d'alarme, des cris de copulation, etc. Donc moi, j'ai essayé de rechercher dans les différentes espèces que j'ai étudiées différentes propriétés langagières de façon primitive. Et la première propriété à laquelle je me suis intéressé, c'est la capacité à apprendre de la voix des autres. Est-ce que les vocalisations des singes sont entièrement déterminées génétiquement, ou est-ce que l'environnement social est important et l'apprentissage passe par là? Quand on parle de transmission sociale par apprentissage, on peut parler de transmission verticale, horizontale ou oblique, et on trouve un peu tout ça chez les singes. Vertical, c'est quand un enfant apprend de ses parents. Horizontal, c'est quand on apprend des groupes de même âge. Et oblique, c'est quand un jeune apprend d'autres adultes au sein du groupe qui ne sont pas ses parents. Il y a quand même une énigme évolutive autour des primates si on compare les études pionnières et les études un peu récentes. Dans les études pionnières, voilà le scénario qui était présenté avec une vision très dichotomique des choses. L'homme est copieur, le singe est non copieur. On connaît, avec les quelques travaux sur les enfants qui ont été privés d'expériences sociales très jeunes, que l'apprentissage est indispensable et que sans modèle social précoce, c'est très difficile après d'acquérir un langage. Chez le singe, dans les années 70 ou 80, il y a eu des études de privation de modèle social ou d'expérience auditive, de privation sociale, d'adoption croisée, d'assourdissement, d'hybridation, etc. Et tout ça, en effet, montre que le jeune, même privé d'expérience auditive ou d'expérience sociale, produit les différents types de cris du répertoire vocal de son espèce de manière quasi parfaite. Donc à l'échelle du répertoire vocal, les types de cris semblent bien déterminés génétiquement, et je ne vais pas trop revenir sur cette idée-là. À nouveau, si j'oublie les singes et si je prends l'oiseau, finalement, l'oiseau est un bien meilleur candidat, puisque l'oiseau apprend, l'oiseau chanteur en tout cas, apprend d'un modèle social. Là, vous avez le chant du pinson, qui est un chant très complexe. Vous avez l'évolution dans la première ligne de ce graphique de la naissance jusqu'à la cristallisation de ce chant, avec une structure qui est très identifiée, qui est très reconnaissable. Et vous avez les structures qui vont émerger de ces jeunes dans les trois lignes ci-dessous, lorsqu'ils ont été privés de modèle adulte, lorsqu'ils ont été privés de tout modèle social, et lorsqu'ils ont été privés de feedback auditif. Et là, vous voyez que le chant est complètement imparfait. Le modèle social est indispensable chez l'oiseau chanteur. Il n'y a pas que chez l'oiseau chanteur, c'est le cas aussi des mammifères marins de manière générale. Les cétacés et les pinnipèdes, par exemple, copient des signatures de congénères. Là, ce sont à nouveau des représentations visuelles de sons. Dans la première ligne, vous avez un sifflement signature d'un dauphin qu'on va appeler A. Dans la troisième ligne, c'est le sifflement signature du dauphin que l'on va appeler B. Et au milieu, c'est B qui tente de copier A. Et B copie la signature de A lorsqu'il a envie d'interagir avec lui, pour l'appeler en fait.
Donc on va trouver des capacités à copier des signatures individuelles chez les dauphins. Ça va être un peu différent selon les espèces. On trouve des signatures familiales chez les orques, par exemple. On trouve des dialectes qui sont saisonniers chez les baleines à bosse. Et on trouve plutôt des jeunes qui copient les mâles dominants chez les éléphants de mer. Mais en tout cas, partout, vous avez une capacité à copier la voix d'un partenaire. Là où les démonstrations sont les plus spectaculaires et qui montrent que ce n'est pas simplement la modification d'un type de cri, mais qu'on est capable d'apprendre quelque chose de très nouveau, c'est lorsque l'on regarde des études un peu anecdotiques où des mammifères marins ont grandi auprès d'autres espèces et ont commencé à copier ces espèces. Par exemple, là, vous avez le cri d'une otarie. Là, vous avez le cri normal de l'orque. Et là, vous avez le cri d'une orque orpheline récupérée et élevée par des otaries. Là, vous avez le cri normal d'un dauphin. Là, vous avez un chant de baleine. Et là, vous avez un dauphin qui essaie d'imiter la baleine qu'il entend dans les haut-parleurs, dans les gradins, pendant les spectacles. Sachant qu'il est beaucoup plus petit. Là, vous avez un beluga qui chante. L'orque qui répète, l'orque de Wiki qui essaie de répéter ce qu'on lui a appris. Hello. Hello. Amy. Ha, ha. Ha, ha. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Désormais, on sait que cette vision dichotomique des choses entre copieurs et non-copieurs, ça n'existe plus. On a tous les gradients possibles le long d'un continuum d'espèces qui ont plus ou moins de capacité. Par exemple, même l'éléphant, qui n'était pas considéré comme un copieur pendant longtemps, peut apprendre des mots. Ici, il va prononcer 2 mots en coréen. Vous allez entendre le premier mot prononcé par l'entraîneur et ensuite l'éléphant qui répète. Et il le fait en calant sa langue avec sa trompe de manière à pouvoir créer des variations acoustiques. Et là, les travaux que moi j'ai réalisés dans ce domaine-là montrent que même si le répertoire vocal et les types de cris sont déterminés génétiquement, ça ne veut pas dire que des variations acoustiques au sein d'un type de cri ne sont pas possibles et ne passent pas par un phénomène d'apprentissage social. Par exemple, ici, j'ai étudié les duos mère-enfant chez les gibbons sauvages en Indonésie. Les duos chez les gibbons sont assez connus entre mâles et femelles. Ils ont tous les deux des chants différents qu'ils vont alterner. Mais c'est la première fois qu'on étudiait des duos adultes-enfants. Et là, vous allez entendre 2 chants de femelles, la mère et la fille, qui chantent en duo. Vous allez entendre une succession de notes. C'est toujours la mère qui émet la première note et la fille qui répète. Et au bout d'un moment, vous allez entendre qu'elles chantent complètement en harmonie.
Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a suivi par exemple ici le long du développement au cours de l'adolescence. Vous avez différents duos qui sont représentés ici. En couleur, en bleu la mère et en orange la fille. Vous voyez qu'au cours du développement, la superposition va être meilleure. Il va y avoir apprentissage. La fille va copier la signature maternelle tout en divergeant des signatures des mères voisines. Elle va apprendre aussi à bien synchroniser, ce qui pourra lui servir ensuite après quand elle formera son propre couple, après la migration. Et on pense aussi que la mère joue un véritable rôle de tuteur parce qu'elle a un champ qui est très stéréotypé, très caricatural lorsque sa fille est jeune et pas plus tard. Et donc ce champ, lorsque la fille est jeune, a toutes les qualités pour servir de support d'apprentissage. Là, c'est une autre espèce, c'est la mône de Campbell, qu'on a étudiée d'abord en environnement contrôlé comme ça. La difficulté avec cette espèce, c'est qu'elle crie bouche fermée. Donc elle vocalise par le nez. Et donc c'est très difficile de savoir qui vocalise lorsqu'on enregistre un cri et être sûr de qui a émis la vocalisation que l'on vient d'enregistrer. Donc pour ça, on les a équipés d'un petit harnais en cuir télémétrique avec un enregistreur placé au niveau du cou et un petit émetteur télémétrique dans le dos. Et elles sont en groupe. Et chaque femelle est calée sur une bande de fréquence qui lui est propre. Et donc, on est sûr que ce que l'on enregistre sur cette bande de fréquence, c'est l'individu qui porte ce harnais-là. Et grâce à ça, on a vu que dans ce cri de contact, il y avait différentes formes d'arches. C'est ce que vous représentez ici. Vous avez 6 variantes. C'est une arche qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins arrondie, plus ou moins plate, plus ou moins vibrée. Mais ces formes, elles sont stéréotypées. Ce n'est pas un grand gradient. Vous avez des formes qui sont figées. Et vous avez à chaque fois 2 femelles qui émettent la même variante, qui se copient. On va parler de partage de variantes. Voici, je vous fais écouter la première variante émise par 2 femelles. Et donc, ce que l'on observe, c'est qu'à un temps T, chaque femelle possède dans son répertoire de cris de contact de 1 à 4 variantes, que ces variantes sont partagées, mais uniquement avec les femelles avec qui elle a des affinités, et pas les autres, et que quand elle change d'amis d'une année sur l'autre, elle change de variante. Donc, quand j'ai publié ces travaux, qui étaient un peu nouveaux en termes de capacité de plasticité chez les singes, on m'a demandé ce qu'il en était dans la vraie vie, à l'état naturel. Donc, on a répliqué cette étude en Côte d'Ivoire, à l'état sauvage. Là, c'est plus compliqué parce qu'il faut habituer les animaux, les approcher progressivement, les identifier, etc. Et puis surtout, on ne connaît pas qui est apparenté à qui. Et moi, si je veux prouver que ce n'est pas génétique, il faut que je prouve que c'est lié à l'affinité sociale et pas à une proximité génétique, un membre de la famille, etc. Du coup, on a calculé 3 indices à partir des groupes que l'on a observés. Un indice d'affinité sociale, c'est le temps passé à se toiletter. Le toilettage physique est un bon marqueur d'affinité sociale chez la plupart des singes. Et on a récupéré des crottes. Alors, elles vivent à 10-20 mètres de hauteur, donc il faut attendre. Et puis, espérer que ça ne soit pas arrêté par une branche en vol. Et à partir de ça, on peut faire des extractions d'ADN et calculer un indice d'apparentement génétique entre les différents individus. Et puis, mathématiquement, on va comparer les images de ces sons et calculer un indice de similarité acoustique, pixel par pixel. On va regarder dans quelle mesure les voix se ressemblent. Et quand ensuite on croise tout ça, on se rend compte que la similarité acoustique n'est pas expliquée par l'indice d'apparentement génétique, mais par contre est bien expliquée par l'indice d'affinité sociale. Donc 2 femelles ont la même façon de prononcer le cri de contact si elles s'apprécient indépendamment de leur degré d'apparentement génétique. La question maintenant, ça a été de regarder chez différentes sociétés de primates si on retrouvait la même chose ou si la nature sociale du groupe modifiait les motivations à copier les différents individus.
Donc j'ai répliqué cette étude avec des collègues de Saint-Étienne sur le bonobo, par exemple, qui est très proche de l'homme. Et là, on retrouve ce système de variantes, ce que vous avez à droite, avec à chaque fois différentes variantes prononcées par deux individus. On voit que les individus se copient, donc ils ont la capacité de se copier. Et si on regarde qui copie qui, ce n'est pas expliqué par l'apparentement ou l'affinité sociale de manière générale, c'est expliqué par la proximité d'âge. On va copier des individus qui sont plus âgés si on est plus âgé, qui sont plus jeunes si on est plus jeune. Et pour moi, ça fait sens par rapport à la biologie de cette espèce, parce que le bonobo, contrairement à la mode de Campbell, a un développement qui est extrêmement long. Il y a un stade enfant, il y a un stade adolescent, il y a un stade subadulte, il y a un stade jeune adulte, vieil adulte, etc. Et on ne se mélange pas forcément comme ça au cours du développement. Et ils ont aussi une vie qui est beaucoup plus longue que celle des petits singes. Mais ça, ce sont deux espèces dites tolérantes. Qu'est-ce qu'il en est chez les espèces dites despotiques? Donc pour ça, j'ai travaillé au Japon, sur les macaques japonais. Et à nouveau, on trouve de la similarité acoustique. À nouveau, ce n'est pas expliqué par l'apparentement génétique. À nouveau, c'est expliqué par un facteur social, mais qui n'est ni la proximité d'âge, ni l'affinité sociale. C'est la position dans la hiérarchie qui explique qui va copier qui. Et ce que l'on observe, c'est que ce sont les femelles dominées qui copient les femelles dominantes. L'avantage du modèle macaque, c'est qu'on a un groupe d'espèces qui sont très proches et qui sont très variables socialement. C'est-à-dire que je peux refaire cette étude en reprenant une autre espèce dite despotique et en prenant par contre une autre espèce dite tolérante. C'est ce qu'on vient tout juste de faire, une publication qui est sortie très récemment. Et on retrouve en effet l'importance de la hiérarchie dans la motivation à copier chez le macaque rhésus qui vit en société despotique, et au contraire l'affinité de groupe qui explique la motivation à copier chez le macaque de Tonkéan, qui est une espèce dite tolérante. Il y a aussi, comme pour les mammifères marins, des études un peu anecdotiques qui nous montrent qu'ils ont des prouesses que l'on ne soupçonne pas en termes de plasticité vocale. C'est lorsque l'on s'intéresse aux espèces qui ont un répertoire chez l'adulte propre à chaque sexe. Je vous parlais tout à l'heure des duos de chants de gibbon. Le mâle a un chant qui n'a rien à voir avec celui de la femelle. C'est ce que vous voyez en haut à droite. Et là, c'est dans un parc zoologique, un couple qui a été formé artificiellement, sans que le mâle et la femelle se connaissent. Pendant les premières heures, ils ont été suivis. Ils se sont rendus compte que le mâle était très timide et ne chantait pas. Et donc la femelle a commencé à chanter en alternant la partie mâle et la partie femelle, jusqu'à ce que le mâle se mette à rentrer dans le duo. Et là, plus jamais, elle n'a émis la partie mâle. Donc ce n'est pas forcément parce qu'ils ne font pas quelque chose qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et on a trouvé ça aussi chez la mode de Campbell, où il y a aussi des cris différents chez les mâles et chez les femelles. Et parfois, on observe sur le terrain, lorsqu'il y a un danger, la femelle dominante du groupe qui émet les cris d'alerte du mâle, lorsque le mâle se trouve à l'opposé et n'a pas vu le danger. Et sinon, la plupart du temps, elle ne les émet pas. Moi, j'ai observé ça moins d'une dizaine de fois sur 5 ans ou 6 ans d'études. Deuxième propriété qui m'a intéressé, c'est les règles conversationnelles. Nos conversations respectent des règles. Quand on va se lancer dans une conversation avec quelqu'un, on signe virtuellement une sorte de contrat de communication où on va, par exemple, éviter de se couper la parole de manière à mieux se comprendre, respecter des tours de parole. Et on peut aussi, de temps en temps, copier la voix de son partenaire pour indiquer son affinité, ou au contraire se démarquer en divergeant acoustiquement. Et donc on retrouve ça chez les singes, ne pas se couper la parole, ils le font aussi, respecter des tours de parole, ils le font aussi. Voici par exemple un échange vocal de cris de contact chez la mode de Campbell. Vous avez un individu A qui crie, B qui répond et A qui reprend. On observe dans ces échanges qu'à peu près 83% des cris de contact sont échangés. Et donc ce n'est pas des émissions
isolés de type décharge émotionnelle. On observe que ces échanges se font entre 2-3 individus, même chez des groupes qui en ont plus d'une centaine. Donc on n'échange pas avec n'importe qui. Et on observe aussi que généralement la réponse est très rapide, de manière à s'adresser directement à celui qui vient de crier, mais pour autant en attendant au moins la durée d'un cri, de manière à éviter la coupure de parole. On retrouve ça aussi chez les grands singes. On retrouve ces règles d'évitement de la coupure de parole et de tour de parole, par exemple ici chez les gorilles. Et là, chez les bonobos, où c'est des plus petits cris, vous allez entendre une conversation entre A et B, dans cet ordre-là, AB, AB, A. Ce que l'on sait aussi, c'est que cette règle, elle est apprise chez l'homme. Le jeune va beaucoup plus couper la parole, va beaucoup moins respecter des tours de parole que l'adulte. C'est vrai aussi chez le singe. On voit sur ce graphique à gauche que 12 fois plus que les adultes, les jeunes vont couper la parole. Et, alors que ça n'arrive quasiment jamais chez les adultes. Et la question que du coup on m'a posée quand j'ai publié ces travaux, c'est mais est-ce que pour pouvoir parler de règles, il faut que vous puissiez démontrer qu'il la décrypte, qu'il la décode, et que ce ne soit pas juste quelque chose que vous avez constaté. Et donc pour savoir si cette règle fait sens, on fait une expérience de repasse qu'on appelle une expérience de violation des attentes. C'est-à-dire que je vais diffuser par haut-parleur un échange vocal qui respecte les attentes, qui respecte un tour de parole, et un échange vocal qui ne le respecte pas. Pour ça, je vais simplement déplacer le cri B d'un échange A1, B, A2 à un échange B, A1, A2. Dans un cas, je respecte le tour de parole, dans l'autre cas, non. Et là, on constate que les adultes font clairement la différence entre ce qui est approprié et pas approprié, et le jeune, pas du tout. Autre chose importante dans notre contrat de communication, c'est qu'on va choisir notre interlocuteur et on ne va pas le choisir au hasard. Par exemple, Dunbar dit que l'apparition de ces échanges vocaux chez les singes a peut-être servi de forme de toilettage à distance. Lorsque le groupe devient trop grand pour qu'on puisse passer toute la journée à toiletter physiquement ses copains, on va, lorsque l'on est loin, continuer à marquer son affinité à distance par ces petits échanges de vocalisation. Et donc, pour tester ce qui n'était ici qu'une hypothèse, on a regardé chez un grand nombre d'espèces qui échangeait avec qui, et on montre bien que ce n'est pas du tout du hasard, et que c'est toujours l'affinité ou un élément social, le statut, qui va déterminer qui échange avec qui. Je vous parlais aussi en introduction d'accommodation vocale. C'est lorsque vous conversez avec quelqu'un que vous aimez bien, vous allez avoir tendance à copier sa voix, à converger. Et quand c'est quelqu'un que vous n'aimez pas trop, vous allez voir que généralement, vous distancez un peu de lui, vocalement, ce qu'on appelle la divergence. Et donc, on a voulu voir si le singe était capable aussi de converger ou de diverger. Ça, par exemple, c'est une scène de vie. Vous voyez que l'environnement peut être extrêmement dense, comme celui-là, où ils ne se voient pas beaucoup. Et donc, ils vont échanger à distance sans pour autant être certains de voir l'individu avec qui ils échangent. Et vous avez des fois où c'est beaucoup plus ouvert, comme ça, où on peut à la fois entendre et voir l'individu avec qui on interagit. Je vous montre aussi les conditions dans lesquelles on peut travailler quand on travaille comme ça à l'état naturel, sur des animaux arboricoles qui vivent très haut. Donc on a observé, par exemple ici chez ce singe de Diane, des phénomènes de convergence et des phénomènes de divergence. La convergence, c'est quand elle a un besoin de cohésion sociale. Si je compare la structure acoustique de deux cris qui sont échangés, donc des cris questions-réponses, ils se ressemblent beaucoup plus que si je prends des cris qui sont séparés de quelques secondes, mais émis dans un même contexte émotionnel.
Donc on répond en copiant. Et si par contre je regarde la voix d'une femelle lorsqu'elle se déplace dans un habitat qui est sombre, où elle ne peut pas être vue, et sa propre voix également lorsqu'elle se déplace dans un habitat ouvert où elle peut être vue, on se rend compte qu'elle va rendre sa voix plus identifiable pour être reconnue à l'oreille lorsqu'elle ne peut pas être vue. Donc quand il y a un besoin de cohésion sociale, elle converge. Quand il y a un besoin de cohésion spatiale, elle diverge. Ça aussi, on pense que c'est une règle que les animaux apprennent. Les macaques japonais respectent aussi ces copies vocales pendant l'échange. Et on a réalisé la même expérience de violation des attentes en diffusant un échange avec convergence et un échange avec divergence. Et là, à nouveau, les adultes font clairement la différence et les jeunes, pas du tout. Troisième propriété à laquelle je me suis intéressé, c'est la sémantique, donc la capacité à encoder des messages sur son environnement. Et les premiers travaux qui ont porté sur ce sujet datent des années 80-90 et ont porté sur le vervet. Et ils ont démontré que ce singe avait dans son répertoire 3 cris d'alarme, un qu'il émettait en présence de l'aigle, un en présence du léopard et un en présence du serpent. Ça fait sens pour eux d'encoder l'identité du prédateur parce qu'on ne va pas adopter la même stratégie de fuite lorsque l'on est chassé par un aigle ou par un léopard. Et en effet, quand il détecte un léopard, il monte dans un arbre. Quand il détecte un aigle, il descend au sol, il se cache dans un buisson. Et quand il détecte un serpent, il se met debout et il scrute au sol. Et donc, quand on diffuse par haut-parleur l'un de ces 3 cris, alors qu'il n'y a aucun danger, pour le cri aigle, tout le monde descend et se cache dans un buisson. Pour le cri léopard, tout le monde monte dans un arbre. Et pour le cri serpent, tout le monde se met debout. Donc le cri s'est substitué à l'identité du prédateur qui n'est pas présent et véhicule réellement ce message-là. Ça aussi, il y a de l'apprentissage là-dedans. On sait que les jeunes émettent le cri aigle dès le plus jeune âge, mais ce n'est pas pour autant qu'ils savent l'utiliser. Le jeune va émettre ce cri aigle pour un peu n'importe quoi qui passe au-dessus de lui, alors que l'adulte va apprendre à l'émettre que lorsqu'il y a un réel rapace de grande taille qui est potentiellement dangereux. Donc nous, on a essayé de refaire un peu ces études sur la môme de Campbell en Côte d'Ivoire. Et donc on a observé des cas d'attaque de prédateurs, mais heureusement pour nous et pour nos étudiants, ce n'est pas tous les jours. Donc on va simuler des présences de prédateurs pour avoir plus d'effectifs pour pouvoir réaliser des traitements analytiques derrière. Et donc, par exemple, on a construit un aigle en papier mâché ou on a amené un léopard en peluche dans la forêt. On peut diffuser par haut-parleur aussi le cri aigle ou le grognement du léopard. Et là, ce que l'on observe, c'est qu'il existe en effet des cris d'alarme léopard et des cris d'alarme aigle chez les femelles et chez les mâles, et qui sont différents et propres à chaque sexe. Il existe aussi des cris d'alarme aigle et léopard chez d'autres espèces qui partagent un même territoire, et les deux se comprennent. Lorsque l'une émet son cri aigle, l'autre répond par son cri aigle, qui est différent, puisque chacun a son répertoire, mais en tout cas, le message est le même, et donc ils peuvent répondre avec le cri approprié. Moi, j'ai travaillé sur cette espèce à la fois à l'état sauvage et en parc, et on voit que les animaux qui sont dans les deux conditions de vie ont tous une alarme dite générale pour un danger qui n'est pas très important. Donc ça peut être une gazelle qui passe en Côte d'Ivoire ou en parc zoologique, ça peut être un chien par exemple, ou un autre animal. Que les cris prédateurs aériens et prédateurs terrestres n'existent qu'à l'état sauvage, ils ne sont plus émis par les individus qui sont en captivité. Et par contre, les individus en captivité ont développé leur propre alarme anti-humain
qui n'existent pas à l'état sauvage et qu'ils vont émettre quand ils voient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou un vétérinaire qu'ils aiment beaucoup moins, généralement par exemple. Donc ils sont capables d'innover de nouveaux sons. Est-ce qu'un cri qui n'est pas émis est obligatoirement perdu? C'est la question à laquelle s'est attaqué ces chercheurs qui travaillent au Sénégal sur le singe vert, qui est un cousin du vervet dont je vous ai parlé au début, mais qui vit complètement de l'autre côté, en Afrique de l'Ouest et pas en Afrique de l'Est. Et leurs observations ont montré qu'il possédait le cri léopard et le cri serpent, mais qu'il n'émettait jamais le cri aigle de son cousin d'Afrique de l'Est. Même quand on arrive avec un aigle plus ou moins ressemblant, ça dépend des budgets qu'on a dans la recherche, ils n'émettent pas forcément, ils n'émettent pas le cri aigle non plus. Donc on pourrait se dire que ce cri est perdu définitivement. Et puis une fois ils sont arrivés, là ils avaient un plus gros budget, avec un drone, et hop, cri aigle, qu'ils n'avaient jamais entendu précédemment. Et donc le lendemain, ils sont revenus, et par haut-parleur, ils ont diffusé le bruit du drone. Et là, à nouveau, cri aigle. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément perdu, et que c'est profondément ancré génétiquement, et qu'ils peuvent apprendre très vite un nouveau bruit et l'associer à une origine géographique du danger. Cette communication sémantique, elle n'est pas que liée aux prédateurs, même si elle est plus étudiée chez les prédateurs parce que c'est beaucoup plus facile à étudier. Elle existe aussi, par exemple, dans les cris de découverte alimentaire. Le chimpanzé a des grunts pour la pomme qui diffèrent des grunts qu'il émet pour le pain qu'il préfère. Ça, c'est le grunt pomme. Et ça, c'est le grunt pour le pain. Et pour savoir si les autres comprennent le message, vous faites semblant de cacher un aliment et vous diffusez par le haut-parleur soit le grunt de pomme, soit le grunt de pain. Et vous comptez combien de temps il va mettre à chercher l'aliment. Et vous allez voir que si vous jouez le grunt de pain, il va chercher beaucoup plus longtemps que si vous jouez le grunt de pomme. C'est un nom de cri, c'est un grognement. C'est un cri de découverte alimentaire. C'est grognement en anglais, en fait. C'est juste le nom du cri. Dernière propriété, enfin, autre propriété à laquelle je me suis intéressé, c'est est-ce que l'on peut parler de syntaxe? C'est-à-dire pas forcément une organisation non aléatoire de sons, mais réellement une modification de sens par la modification de l'organisation de ces sons. Je vous remontre ce cri-là que vous avez déjà vu, celui des copies vocales de l'amone de Campbell. C'est la fameuse arche que je vous ai montrée en différents exemplaires. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça, c'est uniquement le suffixe du cri. Donc ce qui encode l'affinité sociale, c'est la partie terminale du cri. Il y a une petite introduction au début, et qui, pour moi, encodait la charge émotionnelle ressentie par l'émetteur, et rien à voir avec l'individu avec lequel il s'adressait. Et pour pouvoir le démontrer, on a fait cette petite expérience où on sépare un groupe social en deux, en mettant des individus de chaque côté d'un enclos. On attend soit 1 minute, soit 90 minutes, on les remet ensemble, et on suppose que quand ils se retrouvent au bout de 90 minutes, ils sont beaucoup plus contents que quand ils se retrouvent au bout d'1 minute. Et si la charge émotionnelle est encodée acoustiquement, je vais trouver des différences dans mes cris de retrouvailles au bout de 90, au bout d'1 minute, et c'est ce que l'on a trouvé. Et donc après, on est parti sur le terrain, et on a pris un cousin de l'amone de Campbell, qui est le singe de Diane, et là, on a vu un système encore plus complexe, c'est-à-dire qu'elle possède 3 préfixes et 2 suffixes dans son répertoire, et elle est capable de tout combiner. Et tout ça, elle le fait selon son besoin d'encoder la valence émotionnelle du contexte, ou le degré d'identité de l'émetteur. Elle va choisir la combinaison la plus appropriée au contexte. Chez les mâles maintenant, les mâles crient assez peu pour tout ce qui est vie sociale de tous les jours. Les mâles crient surtout pour avertir des dangers. Ça, c'est le cri léopard dont je vous ai parlé, le crack. Et ça, c'est le cri aigle, le hoc. Et des fois, on entend krakou et hoku.
La seule différence, quand on fait des mesures acoustiques, c'est la présence-absence de ce suffixe « ou ». Et ce suffixe, une fois qu'il est ajouté, il va généraliser le message. D'un vrai danger restreint au léopard à un gros danger plus général, souvent terrestre, et d'un vrai danger restreint à l'aigle à un danger plus général venant du ciel. Pour réellement parler, démontrer la capacité syntaxique, il faut que je prouve que cracou est bien égal à crac plus ou. Et pas que cracou, crac et ou sont des unités qui n'ont strictement rien à voir. Et donc pour ça, on repart sur le terrain et on diffuse par haut-parleur des cracous et des cracs naturels et des cracous et des cracs artificiels. Le cracou artificiel, c'est un crac naturel auquel j'ai artificiellement ajouté un ou. Et vice-versa. Et on peut faire la même chose avec les cris de contact des femelles, où je change le suffixe et je change le préfixe. Et donc, d'un côté, je vais changer l'importance du danger. De l'autre côté, je vais changer la charge émotionnelle ou l'identité de la femelle. Et en observant la réponse des autres, je peux prouver qu'ils réagissent bien à la nature combinatoire et pas du tout à l'origine des unités qui ont été enregistrées. Là où on va plus loin, c'est que souvent, voilà plutôt ce que l'on entend. Ce n'est pas juste cracou ou crac, c'est des longues séquences où on va avoir, par exemple, le mâle qui va émettre une série de booms. Là, vous en entendez un. Après, vous avez une longue phase de silence. Vous allez entendre des hoku. Et à la fin, vous entendrez des cracous. Et ce que l'on a observé en analysant ces séquences vocales, c'est que l'on pouvait trouver de la variabilité informative dans le rythme de succession, dans l'ordre de succession et dans la composition de la séquence. Voilà par exemple tout ce qu'est capable de faire le mâle Monde de Campbell. S'il veut rassembler les femelles de son harem et initier un déplacement, il va juste émettre 2 booms et il va s'arrêter là. Et là, les femelles arrivent et tout le monde part. S'il émet une série de cracous, c'est qu'il a entendu un prédateur. Par contre, s'il combine les deux, ça n'a plus rien à voir. C'est qu'il y a un arbre qui est en train de tomber à proximité. S'il place des hokus entre les deux, c'est qu'il a repéré un autre groupe potentiellement menaçant en bordure de territoire. Si dans la séquence des crocous, il rajoute des cracs ou des hocs, il va préciser l'identité du prédateur. Et s'il accélère sa production de cracous, il encode l'intensité du danger. Et s'il accélère sa production de hoc, il demande à ses femelles de le rejoindre parce qu'il indique son intention à contre-attaquer le prédateur. Donc avec un certain nombre de cris limités, grâce à ce mélange de séquences, il peut augmenter la quantité de messages à véhiculer. Depuis, on travaille avec des linguistes sur tous ces systèmes et ils font tourner des modèles de linguistique théorique pour démontrer que, comme pour l'homme, on peut démontrer ici l'existence de morphologie, de sémantique et de syntaxe chez les primates. Je pense que cette capacité à combiner des sons a été importante au cours de l'évolution du fait de cette plasticité relativement limitée chez les singes. Pour pouvoir continuer à enrichir la gamme de messages à véhiculer, soit on joue de ces cordes vocales, soit on combine, ce qui nous permet d'avoir plus de variations possibles. Et donc, si on compare différentes espèces qui sont phylogénétiquement assez proches, mais qui sont socialement plus ou moins complexes, on voit en effet que plus l'espèce est complexe socialement, plus elle a de capacité à combiner des sons dans son répertoire vocal. Autre propriété, c'est la capacité à reconnaître un locuteur. Est-ce que le fait d'avoir une voix identifiable ou d'avoir une variante de cri de contact, comme je vous ai présenté,
moi je l'observe, mais est-ce que à nouveau ça fait sens chez l'animal? Alors là, ça a été un peu plus compliqué à démontrer, mais ce qu'on a eu comme idée de faire, c'est de diffuser par haut-parleur des variantes non familières, des variantes familières, mais soit des variantes actuelles, enregistrées une semaine avant, soit des variantes anciennes, enregistrées 4 ans avant, et qui n'existaient plus parce que le groupe avait échangé ses affinités sociales. Et donc, quand on diffuse une variante actuelle et familière, les femelles répondent comme lors d'un échange vocal classique. Si on diffuse une variante non familière, elles vont ni répondre, ni être particulièrement perturbées. Mais si on diffuse une variante ancienne qu'elles connaissent, mais qui n'est plus d'actualité, on a un long silence inhabituel pendant une dizaine de minutes, ce qui n'arrive jamais chez cette espèce. Autre moyen de vérifier qu'ils sont capables d'apprendre à se reconnaître, c'est de travailler sur des groupes où les mâles se déplacent. Les mâles chez les babouins migrent, chez les babouins olives en tout cas, migrent tous les 2 ou 3 ans et changent de groupe. Ils se lient d'amitié avec certaines femelles, notamment pendant la période d'allaitement. Du jour de la naissance du petit jusqu'au jour du sevrage, ils vont être très proches de certaines femelles. Ce n'est pas forcément le père de l'enfant, ni le père du prochain, mais souvent ça les aide à s'intégrer socialement dans un groupe après avoir migré. Ce que l'on a pu démontrer ici, c'est que lorsque l'on diffuse le cri de détresse d'une femelle à son ami ou à un mâle contrôle qui a une amie lui aussi, mais pas celle-là, les individus font clairement la différence, alors que ce sont des femelles qu'ils viennent de rencontrer, dont ils ont dû apprendre à reconnaître la voix. Voilà par exemple ce que donne l'expérience. En haut, c'est la même femelle. En haut, c'est le mâle contrôle. Et en bas, c'est le mâle ami. Donc, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir des mâles occupés à la même chose, avec le même niveau de motivation pour réagir, avec le même degré de visibilité, le même degré d'ensoleillement. Je voulais être sûr que la seule chose qui se change, ce soit l'affinité avec la femelle dont on diffuse la voix. Parce que le mâle, selon ce qu'il mange, va être plus ou moins motivé à aller défendre sa femelle. Dans un cas, le haut-parleur est sur sa droite, et dans l'autre cas, il est sur sa gauche. Vous avez vu que le mâle contrôle, il a jeté un petit coup d'œil, mais il s'en fiche, il continue de manger. Le mâle ami, il court défendre la femelle, mais en fait, qui n'est pas en danger. C'est le haut-parleur qui est juste derrière le buisson. Là. Autre moyen de vérifier si ils reconnaissent bien la voix d'un individu, c'est ce qu'on a fait ici au Mexique sur les singes hurleurs. Donc, c'est un petit animal qui est grand comme ça, mais qui fait des cris qui sont extrêmement puissants et très impressionnants. Et donc, ils vivent en territoire. Là, vous avez des cercles qui représentent les territoires des différents mâles. Donc, par exemple, le mâle PK a un voisin bleu au nord et un voisin violet au sud. Si je diffuse la voix du mâle du nord au nord et la voix du mâle du sud au sud, je suis dans une situation cohérente. Mais je peux m'amuser à faire l'inverse. Et là, je suis dans une situation incohérente. Dans tous les cas, le mâle PK entend des voix qui lui sont familières. Mais c'est leur position géographique qui est plus ou moins cohérente. Et s'il s'adapte à ça, c'est qu'il fait clairement la différence entre des voix familières et l'individu qui est censé la produire. Et donc c'est ce que l'on observe clairement, il détecte l'incohérence. Je vais peut-être, comme on arrive à l'heure, aller à la conclusion directement. J'avais rajouté un petit truc, mais comme vous voulez. Ok, bon, ça va aller vite. La dernière propriété qui peut nous intéresser, c'est est-ce que tout ça est intentionnel? Et comment on peut prouver que si ça l'est, c'est intentionnel? Là aussi, c'est très compliqué, mais il y a quelques études qui peuvent laisser penser qu'on est loin d'une simple décharge émotionnelle. Par exemple, c'est ce qu'on appelle l'effet d'audience. Les femelles chimpanzés émettent un cri au moment des copulations. Pendant longtemps, on a pensé que ces cris de copulation étaient liés à
le statut hormonal et de réceptivité sexuelle de la femelle. Et pourtant, on observe que seulement 36% des copulations se font avec vocalisation. Donc, ce n'est pas automatique. Et on ne trouve aucun lien lorsque l'on fait un dosage hormonal entre le fait de crier ou le fait de ne pas crier. Le déterminant, finalement, il est social. Et ce qui va déterminer le fait de crier ou pas, c'est le nombre de femelles qu'il y a autour, à proximité, et qui vont potentiellement être agressives par jalousie. Et dans ces cas-là, la femelle va copuler en se taisant. Et s'il n'y a pas de femelle à proximité, elle émettra un cri de copulation. Et elle émettra d'autant plus qu'elle copule avec un mâle de rang hiérarchique élevé. Si vous mettez une banane devant un chimpanzé, comme on l'a fait tout à l'heure en parc zoologique, le chimpanzé ne va pas émettre de gestes de quémande particulièrement. Si vous mettez un humain sans banane non plus, mais si vous mettez un humain avec une banane, il va commencer à faire des gestes de quémande. Et si par contre, vous tournez votre tête, vous ne le regardez plus, il va arrêter de faire des gestes de quémande et il va faire des cris de quémande pour attirer votre attention. Aussi chez le chimpanzé, dans cette étude, ils ont placé un serpent en plastique. Un chimpanzé arrive, voit le serpent, émet un cri d'alarme, monte dans un arbre et généralement il attend que d'autres congénères arrivent et il va les prévenir de la présence de ce danger. Et là, ils ont comparé 3 situations. Le nouvel individu qui vient, ils savent qu'il a déjà vu le serpent. Les chercheurs savent qu'il a déjà vu le serpent. Ou alors, il n'a pas vu le serpent, mais il n'était pas loin, il a forcément entendu le premier cri d'alarme. Ou alors, il était trop loin, il n'a ni vu ni entendu le cri d'alarme, il est complètement naïf à la présence du serpent. Et on voit que le singe qui est perché en haut et qui attend pour prévenir prend en compte le niveau de connaissance de l'autre pour le prévenir à nouveau. Il va l'alerter du danger s'il sait que l'autre n'en a pas déjà eu l'information. Et enfin, ils peuvent même aller plus loin et tromper un membre de leur groupe. Par exemple, normalement, les capucins émettent des cris de découverte alimentaire quand ils découvrent un aliment. Si vous leur mettez quelques bananes un peu partout dans des plateformes, dans les arbres par exemple, ils vont émettre des cris de découverte alimentaire. Mais si au lieu d'en mettre partout, vous en mettez qu'un petit peu à un endroit particulier, là se pose un problème pour lui, c'est qu'en avertissant les autres, il risque de perdre les bananes. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il émet des cris d'alarme. Et là, il fige tout le monde, les gens ne s'approchent pas et ils mangent tranquille. Donc il y a, pour conclure, actuellement différentes théories sur l'origine du langage. Il y a encore des gens qui défendent plutôt l'idée d'une discontinuité entre le langage et la communication animale, et c'est par exemple lié à l'absence de symbolisme ou de récursivité. Par exemple, on n'a pas démontré chez l'animal la capacité à émettre un message sur ce qui s'est passé il y a 3 jours ou ce qui se passera dans 6 mois à l'autre bout de la France. D'autres qui défendent plutôt une origine gestuelle, en disant que le langage oral chez nous vient du geste des grands singes. Vous avez vu qu'ils font plein de choses avec les mains. Et que les cris des singes, pour ces gens-là, seraient plutôt à l'origine de ce qui est émotionnel chez nous, les rires et les pleurs. Moi, je pense plutôt que c'est une origine multimodale. J'espère que vous avez convaincu qu'il y a plus que du rire et du pleur dans les cris des singes. Et qu'on tient notre langage probablement d'un mélange de gestes et de vocalisation, parce que dans les vocalisations, la plasticité est limitée, mais elle n'est pas inexistante, et parce qu'il y a dans la vocalisation des propriétés comme la sémantique et la syntaxe que l'on ne trouve pas dans la communication gestuelle. Donc finalement, je suis normand, hein, donc je vais mettre tout le monde d'accord, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Si vous définissez le langage comme une entité complexe permettant de générer un nombre infini de messages, de parler du passé et de l'avenir, d'ici et d'ailleurs, le langage est le propre de l'homme, il n'y a pas de débat. Si par contre on voit le langage un peu comme une somme de propriétés,
Pour moi, l'évolution, elle a permis la construction progressive de ce puzzle, avec certaines pièces du puzzle qui viennent du geste, d'autres de la communication vocale, certains des grands singes, d'autres des singes plus éloignés, voire même d'animaux non primates. Parfois, on peut aussi avoir des ressemblances qui ne sont pas liées à un précurseur. C'est ce qu'on appelle la convergence évolutive. On peut avoir deux espèces qui ont une même propriété, mais qui ne l'ont pas hérité d'un ancêtre commun, juste pour répondre à un même besoin social. Et donc, s'il faut retenir une seule chose ce soir, c'est que les singes n'ont probablement pas dit leur dernier mot. Évidemment, toutes ces recherches se font en grande partie à l'étranger, donc il y a beaucoup de personnes à remercier dans ces travaux, qui sont tous représentés ici. Et je vous laisse avec Darwin pour finir.